Aujourd'hui, nous réalisons le premier numéro de notre nouveau podcast de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès et de Thinkestan, le think tank spécialisé sur les questions politiques et internationales de l'Asie de l'Ouest. Ce rendez-vous, mensuel, reviendra en détail sur des enjeux politiques et sociaux qui animent, agitent les régimes et les sociétés de Rabat à Téhéran. Et c'est à Téhéran que nous commençons aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Pierre Aski, journaliste à France Inter, spécialiste des relations internationales, et Ro Chavar, cofondateur des Lettres persanes et de Thinkestan, et Farid Vaid, coordinateur de Thinkestan. Ces derniers jours, l'Iran est une nouvelle fois au cœur de l'actualité internationale. La mort du puissant général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier à la sortie de l'aéroport de Bagdad par une frappe de drone américain a fait basculer la crise entre les États-Unis et l'Iran dans une nouvelle dimension. Le 8 janvier, des frappes iraniennes ont atteint des bases américaines situées en Irak, à Ain al-Assad et Erbil, et cette crise internationale est devenue encore plus inquiétante depuis la... Cette crise internationale est devenue une nouvelle dimension de politique intérieure encore plus inquiétante pour la survie du régime, après les révélations sur la responsabilité des forces armées iraniennes dans le crash de l'avion civil ukrainien abattu par 2 missiles. Depuis, la contestation sociale contre le régime a repris de la force, notamment au sein des universités, donnant lieu à des scènes de colère à l'encontre des dirigeants de la République islamique d'Iran. Ce qui nous revient par médias interposés, par images et vidéos sur les réseaux sociaux, ce sont deux Irans qui se font face, celui des marches gigantesques pleurant la mort du général, Qassem Soleimani, et celui des manifestants dénonçant les exactions du régime. Pour comprendre ces changements brutaux, il convient peut-être de regarder en détail différents niveaux, comme autant de strates qui viennent complexifier les relations d'interdépendance entre ces différents acteurs locaux et régionaux. Il n'est jamais assez important de le rappeler, contrairement à l'image lointaine que nous pourrions avoir, que l'Iran n'est pas un régime unitaire, que la société, comme toutes les sociétés au monde, n'est pas homogène. Ce niveau intérieur, nous l'analyserons avec différentes questions sur les rapports de force internes, sur les différentes composantes du régime, pour ensuite aborder un second niveau dans notre réflexion, celui du plan régional. Alors que l'Iran avait réaffirmé son influence régionale à la faveur du conflit irako-syrien, que les tensions avec l'Arabie saoudite avaient poussé le monde au bord du gouffre, les événements cités ci-dessus peuvent avoir des conséquences durables sur la place de l'Iran dans la région. Et enfin, un troisième niveau d'interrogation nous amène à questionner la place de l'Iran dans le système international. La montée des tensions avec les États-Unis, bien entendu, rebat les cartes de l'équilibre des forces et la menace plus vive que jamais d'un conflit d'une grande envergure fait jour. La question de l'accord nucléaire iranien sera bien entendu posée. Entre ces deux fronts intérieurs et extérieurs, nous allons donc essayer de comprendre quels sont les différents degrés de tension au sein de l'Iran. Ro, tout de suite, je permets de te poser une première question. Le régime iranien est atteint au cœur avec l'élimination de ce général. Beaucoup d'articles ont été écrits sur cette figure de la révolution, ce général de l'ombre, mais jouissant aussi d'une grande notoriété. Que devons-nous retenir de son influence et de sa popularité, notamment au sein de la population iranienne? Euh, Bonjour d'abord. Qassem Soleimani était un figure des militants de la révolution, mais des jeunes révolutionnaires qui se sont engagés, qui se sont émergés pendant la guerre l'Iran-l'Irak dans les années 80. Il a monté euh, les grades militaires avec une armée pas très centralisée et très très amateur à l'époque, et que petit à petit il est devenu le symbole des jeunes révolutionnaires qui sortent le pays d'une guerre pas très égalitaire entre
l'Iran et le reste du monde, selon la version officielle de narratif de la République islamique, qui n'est pas très loin de ce qui s'est passé pendant la guerre à l'Iran et l'Irak. Après, il va dans l'ombre et il devient l'un des commandants très importants des gardiens, la force Al-Quds. Et qu'il prend le commandement et avec une pragmatique exemplaire, il mène la politique révolutionnaire des gardiens de la révolution dans la région et la République islamique il organise les forces les milices chiites en Irak, en Syrie un peu, avant la crise et au Liban particulièrement. Il devient le héros de l'échec de la guerre entre Israël et le Liban, encore selon la version officielle des Iraniens, qui n'est pas encore loin de la réalité, mais il devient une figure médiatique lorsque les Américains, et surtout les Occidentaux, décident de incarner l'influence iranienne dans une personne. Avant, on ne connaissait pas Qassem Soleimani, ni en Iran, ni à l'extérieur. La seule fois qu'on a parlé de lui en Iran, c'était après un an, 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Mohammad Khatami, le président réformiste, que lui, avec quelques autres commandants, ils ont un peu montré les muscles au président réformiste et depuis on n'a plus parlé de lui. Lors des événements de 2009, il a pris retrait des crises internes, il n'a pas intervenu, il a même il a même réagi en opposition d'Ahmadinejad, mais pas en faveur du mouvement vert, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment proche de l'aile populiste du régime. Donc il était vraiment en retrait de ce qui s'est passé en politique interne et c'est pour ça qu'il est devenu de plus en plus populaire. Il a incarné un peu l'orgueil des Iraniens dans la région parce qu'il a mené tous les opérations. Donc son élimination par une force étrangère, en plus les Américains étaient inacceptables pour la population iranienne. Je ne dis pas en fait tous les Iraniens, mais une grande partie. Il y avait même un ancien, le dernier ministre des Affaires étrangères du régime de Shah, qui est intervenu chez la BBC, qui a dit que c'est inacceptable, il était le soldat du pays et qu'il était un enfant exemplaire du pays. Je veux vous dire qu'en fait, jusqu'où ont allé les réactions contre cet assassinat, parce que quand beaucoup de pays, y compris l'Iran et spécifiquement, quand on touche à l'indépendance, là, il y a une réunion autour du drapeau, ce qu'on peut dire. Donc c'est pour ça que son élimination avait un écho très 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 inattendu partout dans le pays. Oui, juste pour compléter ce que dit Ro, c'est vrai que pendant très longtemps, on ne connaissait pas le personnage de Soleimani à l'extérieur. Et on l'a découvert il y a quelques années seulement. Il y a eu un grand portrait de lui dans le New Yorker. Il y a commencé à avoir cette image un peu mythifiée de l'homme qu'on voyait simultanément en Irak, au Liban, au Yémen, et qui est devenu comme ça cette figure révolutionnaire. Alors, on a fait parfois le parallèle avec Che Guevara, celui qui est insaisissable et qui est une figure
romantique, je n'irai pas jusque-là parce qu'il y a beaucoup de sang dans cette histoire aussi. Mais malgré tout, je pense que c'est ça aussi qui a séduit Trump dans sa décision d'éliminer Soleimani. Trump n'a fait que passer à l'acte dans quelque chose qui était dans tous les plans de guerre américains depuis des années. Toutes les administrations successives, de Bush à Obama, ont décidé de ne pas éliminer Soleimani, alors qu'il était une cible possible pour eux dans toute cette effervescence régionale. Trump a décidé de le faire parce que lui, il y voyait le gain politique qu'il pouvait avoir en politique intérieure, parce que il avait une figure emblématique et sur laquelle il pouvait construire tout un récit, un roman à vendre à ses électeurs, et ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Trump se moque des conséquences immédiates ou à plus long terme de cette élimination. Simplement, il a quelque chose à raconter dans ses meetings électoraux, il le fait avec brio, et le personnage de Soleimani était sur mesure pour rentrer dans sa narration de campagne. Tout à fait. Et c'est vraiment juste ton remarque, parce que dans la presse iranienne, il y en a beaucoup qui disent que c'était un piège dès le début. C'est-à-dire cette médiatisation du personnage d'un militaire qui était toujours dans l'ombre a créé de lui un cible. Et finalement, il est devenu cible et on a éliminé. Alors que les Iraniens, sans faire exprès, ont tombé dans ce piège pour avoir un héros international, un Che Guevara, comme tu dis, mais finalement, ça a créé, ça lui a ramené dans comment dire, en fait, avec la culture chiite, Rat le Gore, en fait, le terrain qu'on sacrifie à quelqu'un, ça fait illusion de troisième imam des chiites, Hossein. Du coup, on l'a piégé, on l'a ramené là où en fait l'ennemi l'attendait. Donc, il y a vraiment ce débat en Iran aussi, surtout dans la presse. Dans une des notes que Finkelstein a publiées justement à propos de la mort du général Qassem Soleimani, en conclusion, vous dites « Sa disparition représente un changement de paradigme dans le discours politique, plus que d'une réelle modification des forces en présence. » Est-ce que peut-être vous pouvez développer un peu ça, notamment sur les équilibres au sein aussi du régime iranien entre pouvoir civil et pouvoir militaire, et là, les accusations qui sont maintenant confirmées de la responsabilité des forces armées iraniennes dans le crash de l'avion civil ukrainien ont mis aussi en valeur une forme de tension intérieure entre peut-être ce pouvoir civil et ce pouvoir militaire. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus? Moi, je dirais que Soleimani n'était pas l'homme exemplaire des droits de l'homme dans la région, mais il était pour moi, le dernier homme raisonnable dans les forces militaires de la région, spécifiquement chez les gardiens de la Révolution. Il a compris qu'il ne fallait pas en fait se mêler de la politique interne. Il était à partir je peux dire des années 90, il a réagi comme un soldat du régime, pas un acteur politique. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres commandants au sein des gardiens de la Révolution. J'ai un doute encore sur le nouveau commandant, parce qu'il a un parcours très classique militaire, pas très révolutionnaire par rapport aux autres. Pourtant, le commandant Soleimani avait des bonnes relations avec Rouhani, avec Zarif. Il savait créer un équilibre, et c'est la raison pour laquelle il y avait finalement un seul commandement à l'extérieur du pays, surtout dans la région. Et la diplomatie iranienne et les forces militaires étaient
vraiment plus ou moins dans la même ligne. Il y avait des confrontations, mais finalement, à la fin, on ne voyait pas les vraiment très mauvaises coordinations qu'on voit à l'intérieur du pays. La crash d'avion, c'était vraiment le sommet de cette la gestion catastrophique du pays, c'est-à-dire la force militaire n'était pas du tout en coordination avec les forces. Ils étaient probablement pas au courant de l'opération et que ils ont très mal coordonné les informations et en plus la communication des gardiens, c'est-à-dire ils ont menti euh, pratiquement pendant 3 jours, donc créé une indignation, une colère vraiment sans précédent à l'égard des gardiens de la Révolution. Donc, et là, Rouhani, en tant que président, il est de plus en plus hors jeu parce qu'on voit son incapacité d'équilibrer les forces internes. C'est vraiment le cadeau de Trump avec la sortie de l'accord nucléaire aux ultra-conservateurs iraniens. Et la mauvaise gestion économique de Rouhani aussi, parce qu'il faut dire que les sanctions étaient vraiment difficiles, mais le gouvernement pouvait mieux gérer la situation. Donc il y a vraiment un manque de crédibilité du gouvernement avec tous ces menaces réelles externes. Les durs du régime arrivent à montrer que vraiment on est nécessaire pour la sécurité des citoyens iraniens. Mais après, en fait, le drame de crash d'avion vraiment a fait un effet de nuisance sur tous ces propagandes et que ça crée aujourd'hui les mêmes personnes beaucoup des gens, je dis pas en fait tout le monde, qui se sont manifestés pour pour l'hommage au commandant Soleimani, sont en train de exprimer leur colère dans les réseaux sociaux, manifester devant l'université d'Amir Kabir, là où beaucoup des passagers étaient diplômés et qui allaient au Canada. Donc ça, ça montre l'état de la politique interne iranienne. On attendait un geste de la part du guide suprême et des conservateurs pour donner plus de liberté justement à cause de ça et à quelques mois des élections législatives. Hier et aujourd'hui, dans les jours qui se sont passés, on voit qu'en fait un grand élimination des candidats réformistes, même des députés actuels. Donc pratiquement il n'y aura pas une élection législative. Et bon, ça, il faut attendre probablement en fait à peu près le même scénario que ce qui s'est passé avec Khatami, c'est-à-dire très mauvaise décision des Occidentaux. Bon, pour le coup, Khatami a bien géré la situation économique interne, mais un blocage de la politique interne de la part des ultra-conservateurs qui a contribué à la déception de la société civile pour continuer les réformes et finalement arriver de quelqu'un comme Ahmadinejad. Grâce à une très très faible participation des gens dans les élections, ce qui va se passer dans quelques mois dans les élections. Pierre Askissi. Oui, je crois qu'il y a peu de pays au monde qui ont vécu à quelques jours d'intervalle des émotions aussi fortes dans des sens contraires, puisqu'on a vu ces foules absolument considérables autour de la dépouille de Soleimani, suivies quelques jours après par des gens qui déchiraient les portraits de Soleimani et qui criaient leur rejet de ce régime. Et alors,
est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'une partie sont les mêmes? Ça reste discutable et je pense qu'il y a sans doute beaucoup à dire et il y a la cassure de la société iranienne qui apparaît là. Mais malgré tout, ce qui est intéressant dans cette succession, c'est que là où effectivement, toute l'analyse qui a été faite au moment des funérailles, c'était en gros le régime réussit à faire cette cohésion et cette unité nationale autour de la dépouille de ce général tué par l'ennemi américain, etc. On se retrouve 3 jours après dans la situation exactement inverse où une partie de la société n'est plus simplement dans la revendication, elle est dans la rupture intellectuelle ou morale avec le régime. C'est-à-dire que, moi j'ai employé l'expression dans une chronique du moment Tchernobyl, parce que le parallèle m'avait semblé frappant, et c'est Gorbatchev qui avait dit quelques années après que l'explosion nucléaire de Tchernobyl avait été la première fêlure du système soviétique parce que les gens ont perdu leur foi, même s'ils ne croyaient plus au communisme ou quoi que ce soit, mais ils ont perdu leur foi dans un État qui était censé quand même les protéger et à qui on faisait le crédit de faire tourner la machine. Et tout d'un coup, on découvre, et la série qui vient de passer là, sur HBO aux États-Unis et qu'on a pu voir ici est incroyable parce que elle nous remet dans cette ambiance de Tchernobyl où les gens assistaient à l'explosion avec les bébés dans les bras et recevaient les particules. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que en fait, cette partie de tribunal est sous-titrée en persan et c'est devenu viral là où l'expert dit que ça fait longtemps qu'on ment à tout le monde. Voilà, mais c'est en ça qu'il y a un parallèle, c'est que dans ce qu'on entend de la rue, notamment des étudiants depuis quelques jours, c'est cette idée que cet État n'est même plus capable de nous protéger, puisqu'il abat nos propres avions. Il fait très attention à ne pas tuer d'Américains dans les représailles en Irak, mais il tue des Iraniens et il tue l'élite iranienne, qui est les étudiants brillants qui partaient au Canada. Et donc cette fêlure-là, elle est grave, parce que si on reprend le cours de l'histoire depuis 15 ans, depuis 2009 et toute cette histoire, il y a eu une partie de la société qui voulait l'ouverture et qui a fait confiance, parfois un peu malgré elle, à l'idée de la réforme et non pas de la révolution. Donc l'idée qu'on pouvait réformer ce système, qu'on pouvait l'ouvrir, qu'on pouvait y remettre un peu d'oxygène, que ce soit dans la vie quotidienne, sur les mœurs, sur on a bien vu d'ailleurs, la vie est moins contrôlée qu'autrefois en Iran aujourd'hui, mais aussi l'ouverture sur le monde, la réintégration de l'Iran dans le concert des nations, et qu'on arrête d'être le paria de la planète. Et il y a eu 2 moments, il y a eu Khatami effectivement, puis de nouveau là ces dernières années, et l'accord nucléaire est arrivé comme la confirmation que c'était possible. Ça y est, on allait respirer, l'économie allait se développer. Et les gens ont descendu dans la rue. Quand Zarif était revenu de Vienne, la signature de l'accord, il a été accueilli comme les Rolling Stones ou une équipe de foot qui a gagné la Coupe du Monde. Enfin, c'était incroyable. Et donc la chute, elle est encore plus rude. D'abord, première étape avec le retour des sanctions, donc le départ des entreprises. Moi, il se trouve que je suis allé à Téhéran avec le premier vol Air France. Quand ça a repris. On était accueillis avec les bouquets de fleurs et les flonflons. Voilà, c'était quand on était un touriste français dans les rues, les gens nous interpellaient, nous invitaient à prendre le thé à Ispahan, au bord du fleuve, et tout ça. Il y avait un tel espoir, une telle foi dans le fait que c'était fini, on avait tourné la page. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans ces manifestations, c'est la fin de cette illusion. Et quand il n'y a plus l'idée qu'on peut réformer, qu'est-ce qui reste? Soit on se désengage, c'est-à-dire soit on part en exil, soit on vote pas et on laisse la place à pire, effectivement, soit on se replie sur sa cellule familiale, etc. Et c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est la cassure entre une partie de la société et le régime,
là où il y avait la polarisation, elle existait déjà, mais elle s'accrochait à cette idée de la réforme. Et aujourd'hui, cette idée de la réforme n'existe plus. Tout à fait. Et rajoutons à cela cette rupture et en fait la fin d'espoir à la entre guillemets la communauté internationale avec en fait la sortie unilatérale des États-Unis d'accords nucléaires. Donc à la fois il y a une société très éduquée, très jeune qui n'a plus la foi en la communauté internationale ni à ses dirigeants. Et ça, c'est vraiment, ça crée une situation euh, pour moi inquiétante. Si l'on monte d'un niveau et qu'on essaye d'analyser les conséquences à terme sur l'environnement régional proche de l'Iran, donc en Irak, bien entendu, mais en Syrie et au Liban, quelle est selon vous les possibilités concernant la place de l'Iran? Est-ce qu'on va assister à un retour en arrière et donc un affaiblissement de l'Iran dans ses positions dans la région? Ou au contraire, finalement, le front extérieur étant assez solide par ses alliés, par ses alliances, finalement, l'Iran devrait maintenir les territoires et la conquête qu'elle a réussi à emmagasiner ces dernières années? Moi, je pense que la politique de Trump joue en faveur de l'Iran, paradoxalement. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'a pas une vraie stratégie, que Trump n'a pas pensé le jour d'après, le coup suivant, les deux coups suivants, il a fait ce coup et aujourd'hui il se retrouve. Alors, l'Iran est sur la défensive depuis l'histoire de l'avion, mais régionalement, la donne a quand même changé et il y a un durcissement. On le voit bien dans la situation intérieure irakienne. C'est quand même paradoxal. Il y a 2 mois, les Irakiens descendaient dans la rue et se faisaient tuer parce qu'ils dénonçaient les ingérences iraniennes. Et aujourd'hui, on a une sorte d'unité nationale dans le camp chiite, dans la partie chiite de la population irakienne, pour demander le départ des Américains, y compris des gens qui avaient pris énormément leur distance vis-à-vis de l'Iran, qui aujourd'hui reviennent sur des positions beaucoup plus orthodoxes, si je peux employer ce mot. Et donc là, on voit bien que y a, l'Iran fait jouer ses réseaux pour qu'il n'y ait pas cet affaiblissement, et on le voit aussi au Liban. Et là encore, autre paradoxe, on a une révolution au Liban depuis 2 mois, la population dans la rue pour demander la fin du sectarisme, du confessionnalisme, du communautarisme, avec, j'étais à Beyrouth en décembre, des gens de toute confession, une nouvelle génération de jeunes qui veulent casser ce moule au Liban et qui se retrouvent aujourd'hui face à un durcissement des positions. Et je ne vois pas comment le Hezbollah aujourd'hui peut reculer au Liban alors que l'Iran est assiégé. Donc il va y avoir des conséquences. En Syrie, on n'en parle même pas parce que les débats externes finalement jouent peu et le régime aidé par la Russie et l'Iran a gagné une partie du terrain qu'il avait perdu, donc il est en position de force. Mais au Liban et en Irak, qui sont les 2 pays où il y avait débat sur l'influence iranienne et des soulèvements populaires dans lesquels, clairement, en Irak et de manière plus discrète ou sous-jacente au Liban, la présence iranienne l'influence iranienne était mise en question. On a un reflux clair de ces mouvements parce qu'ils vont se heurter, ils se heurtent à des murs et au retour des enjeux. On a toujours dans cette région la lutte entre des problématiques hyper locales, le peuple syrien qui en a marre de la dictature et qui veut la démocratie, les Libanais qui veulent en finir avec ce mouvement de confessionnalisation de la politique, les Irakiens qui, maintenant que la menace de Daesh a disparu et que le pays veut renaître, disent ça suffit des corrompus, etc. Et il y a donc le conflit entre ces enjeux locaux et qui sont réels, et puis la dimension régionale
de tous ces conflits, puisque la Syrie est devenue le lieu d'affrontement de toutes les puissances de la région. Le Liban est depuis 30 ans le terrain d'affrontement de tous les gens qui ne veulent pas s'affronter directement. Et l'Irak était le lieu de cohabitation incroyable entre une présence américaine et une présence iranienne. Qui se retrouvaient d'ailleurs, c'est autre paradoxe dans cette situation incroyable, qui se sont retrouvés dans le même camp contre Daesh, puisque tous deux avaient le même ennemi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc il faudra voir comment, je pense qu'il y a une partie très très serrée qui se joue en Irak sur la présence des troupes américaines. Et donc il y a eu ce vote du Parlement, qui est un vote indicatif, qui n'a pas de force de loi. Il y a un gouvernement qui est démissionnaire, un Premier ministre démissionnaire, donc qui n'a pas forcément l'autorité pour prendre cette décision. Et il y a une lutte extrêmement sourde en coulisses entre l'Amérique et l'Iran pour, je pense, maintenir le statu quo, c'est-à-dire maintenir un Irak qui soit partagé entre ces deux influences et qui ne bascule pas dans l'un ou l'autre camp. Mais en tout cas, moi, je ne crois pas, c'était la question, à un reflux de l'influence iranienne aujourd'hui, sauf à ce que l'évolution interne en Iran produise cet effet-là, c'est-à-dire un Iran qui se replierait sur lui-même parce qu'il a des problèmes majeurs. Oui. Si on regarde du point de vue iranien, depuis la création de la dynastie Qajar, c'est-à-dire il y a 200 ans, jusqu'à aujourd'hui, l'Iran n'a jamais joué aussi intelligent dans la région. Et que en fait cette période c'était une petite parenthèse à l'échelle de l'histoire iranienne, c'est-à-dire l'Iran qui était de la Géorgie jusqu'à Kaboul et puis une partie du Pakistan aujourd'hui et en fait a perdu son territoire et la moitié de son territoire et que dans en fait son histoire moderne les Iraniens ont très 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 mal joué dès qu'ils sortaient de leurs frontières. Et pour la première fois que les Iraniens ont compris les règles de jeu du monde moderne et qu'ils jouent avec. Et c'est pour ça que moi, comme Pierre, moi je pense que à la fois quand il est nécessaire, il montre les dents, quand il est nécessaire, il négocie, ce qui n'était pas le cas ni avant la Révolution ni après la Révolution. C'est-à-dire que on pensait que c'était encore l'Iran des Safavides, on peut aller frapper fort et les Iraniens perdaient leur territoire. Et que on a compris que le monde a changé et ça, mais le problème, comme en fait, vraiment le variant, c'est ce qui se passe en interne. C'est-à-dire, les dirigeants iraniens n'ont pas la même intelligence à l'intérieur du pays. Ils ne se sont pas rendus compte que le pays, autant que en fait, le monde a changé, le pays a changé. On n'habite pas de l'époque d'il y a 40 ans, et qu'ils n'arrivent pas à partager le pouvoir avec la société. Et donc, en fait, toutes les éliminations des candidatures, etc., c'est vraiment l'enjeu de partage de pouvoir en interne. Et il y a beaucoup de forces qui sont déçues des réformes, se sont rendues compte de cette réalité. Parce qu'en fait, il n'y a pas de l'espoir qu'on arrive avec un peu de bons discours et de réunir, mobiliser de la société, qu'on peut changer le rapport de force interne. Et ça, cet stade-là, c'est pas très prometteur dans le sens où en fait, il va passer des changements pacifiques. La seule stratégie de toutes les forces internes, c'est qu'on attend le décès du guide suprême. Mais l'important, c'est que tous les hommes clés en fait, d'une telle situation sont en train de se disparaître un après l'autre. Hashemi Rafsanjani,
l'ancien président, qui était vraiment la deuxième homme fort du pays. Soleimani, pareil, il était quelqu'un qui gardait un équilibre et ça a créé beaucoup d'inquiétudes dans le camp modéré que après lui, qui va contrôler les gardiens. Moussavi et Khatami aussi. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après la disparition du guide actuel, qui ne va pas peut-être, qui ne sera pas peut-être demain, mais ça va arriver. Mais toutes les forces internes se sont mis d'accord qu'en fait, le moment important de basculement en termes d'équilibre de pouvoir, ce serait ce moment-là. Autre dimension absolument incontournable pour comprendre le problème, c'est la question du nucléaire iranien et de l'accord qui liait les puissances occidentales avec l'Iran sur la restriction du programme d'enrichissement. Depuis que les États-Unis sont partis de cet accord et que Donald Trump a rétabli les sanctions et les nouveaux événements récents, selon vous, quelles peuvent être les réactions du côté européen? La pression s'intensifie et comment vont réagir les États européens sur cette question? Cet accord nucléaire, il est le révélateur de beaucoup de choses et pas simplement des rapports avec l'Iran. Il est aussi le révélateur de ce qui se passe à l'intérieur du monde occidental et des rapports de force. Et Donald Trump, avec sa brutalité, a fait exploser ce qu'on pensait être quelque chose de relativement stable, qui était une unité du monde occidental avec ses divergences internes, mais dans un cadre tout à fait limité. Et les Européens, je pense, se réveillent aujourd'hui avec une gueule de bois absolument colossale. Parce que, souvenez-vous, quand Trump a annoncé qu'il voulait se retirer de l'accord nucléaire, Emmanuel Macron est allé à Washington avec un véritable espoir de l'en empêcher, de le convaincre que ce n'était pas la bonne stratégie. Et il lui a même proposé d'ailleurs une solution qui reste d'actualité le jour où on reparlera de diplomatie, mais c'est pas le cas, c'est pas le cas aujourd'hui, qui était de garder le JCPOA, donc l'accord de 2015, et d'élargir, d'ouvrir de nouveaux champs de négociation sur l'influence régionale de l'Iran et le balistique. Et donc de faire un accord global, mais sans casser ce qui existait et qui marchait, qui était la partie nucléaire. Trump n'en a pas voulu parce que son obsession personnelle, c'était de casser ce qu'avait fait Obama. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que Boris Johnson, il y a quelques jours, qui connaît bien Donald Trump, a proposé de remplacer l'accord d'Obama par un accord Trump. C'est-à-dire, en gros, de faire du marketing, de changer le nom de la marque pour que ça passe bien auprès de Donald Trump. Bon, c'est anecdotique. Mais les Européens sont allés de désillusion en désillusion. Donc, ils n'ont pas réussi à empêcher Donald Trump de quitter formellement l'accord il y a quasiment 2 ans. Ils n'ont pas réussi à empêcher les Américains de prendre des nouvelles sanctions contre l'Iran. Et ils n'ont pas réussi à empêcher que ces sanctions s'appliquent aux entreprises européennes. Et on a vu dans les quelques jours qui ont suivi l'annonce des sanctions, toutes les grandes entreprises européennes quitter l'Iran en panique quasiment, que ce soit Renault, Peugeot, Air France dont je parlais tout à l'heure a arrêté sa ligne, Total qui a laissé sa concession aux Chinois, ce qui est assez ironique. Bref, on a cette incapacité des Européens à ce moment-là à résister à l'extraterritorialité de la puissance américaine. Et on a des tentatives de résister, c'est-à-dire on a mis en place ce dispositif qui a été très long à mettre en place, qui s'appelle Instex, qui est une sorte de plateforme de troc, pour parler vite, dans laquelle dans les secteurs qui ne sont pas soumis aux sanctions, que ce soit l'alimentaire ou le médical par exemple, on pourrait commercer ou en gros
l'Iran vendrait des pistaches à l'Espagne et l'argent de ces pistaches servirait à envoyer des médicaments allemands à l'Iran. C'est assez habile d'ailleurs comme construction, sauf que ça n'a jamais fonctionné parce que les États-Unis ont dit la première entreprise qui utilise Instex sera sanctionnée. Et donc ce système qui a mis plus d'1 an à naître a été paralysé d'entrée de jeu et n'a toujours pas fait une seule transaction. Et la deuxième déconvenue des Européens, c'est qu'ils font des efforts démesurés depuis 2 ans pour maintenir en vie l'accord en disant ok, les Américains en sont sortis, ils ont leur stratégie, mais nous, avec les Chinois et les Russes, qui sont les 2 autres garants de l'accord, signataires de l'accord, on va maintenir en vie cet accord et on va maintenir la partie vitale de cet accord, c'est-à-dire le respect par l'Iran de son engagement sur le nucléaire. Sauf que tout ça s'écroule aujourd'hui parce que l'Iran est entré dans une stratégie à cause de sa frustration d'être étranglé par les Américains, de faire monter les enchères, donc de dire en gros tous les 2 mois, tous les 3 mois, on monte d'un grade la violation de nos engagements sur le nucléaire, dans l'espoir que la communauté internationale se réveille et empêche la catastrophe. Ça ne s'est pas produit, et donc l'Iran passe d'étape en étape. Et la deuxième, le coup de grâce à cet accord, il vient d'arriver avec le déclenchement par les Européens, donc par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, du mécanisme de conflit à l'intérieur du traité, c'est-à-dire que les violations des engagements par l'Iran déclenchent un mécanisme qui devrait aboutir à des nouvelles sanctions de l'ONU et non pas des sanctions unilatérales américaines. Et c'est là que voilà, c'est le dernier clou. Et ce qui est grave pour les Européens, c'est qu'on vient d'apprendre, et ça a été confirmé par la ministre allemande de la Défense, que les Américains ont fait chanter les Européens. Ils ont menacé de mettre des sanctions de 25% de taxes sur les importations de voitures européennes, c'est-à-dire essentiellement allemandes, si les Européens ne déclenchaient pas ce mécanisme à l'intérieur du JCPOA. Donc les Européens ont cédé parce qu'ils en sont incapables, il faut bien le dire, et c'est un peu là la leçon la plus triste de toute cette histoire en ce qui nous concerne, c'est que la diplomatie européenne, je pense, était dans le juste. Elle avait la bonne position qui était de tenter de sauver cet accord, de s'opposer à l'aventurisme de Trump qui a déclenché une escalade et un processus calamiteux à la fois pour la région et pour le monde, mais que les Européens sont incapables aujourd'hui, le seront-ils un jour, la question reste posée, mais ils sont incapables aujourd'hui de résister à des décisions unilatérales américaines. Et ce qui est peut-être plus déprimant encore, c'est de voir que ça ne crée pas en Europe le sursaut ou la prise de conscience que ça justifierait, parce qu'il y a une véritable humiliation de la diplomatie européenne dans cette affaire, qui est obligée de s'aligner sur des positions qu'elle ne partage pas, qu'elle n'assume pas. Et donc là, il y a quelque chose, un révélateur de l'état du monde, plus encore que l'enjeu nucléaire iranien. La deuxième partie de cette affaire, c'est qu'on est aujourd'hui de nouveau dans une crise du nucléaire iranien. On est revenu quasiment à avant 2015, c'est-à-dire à un moment où il y avait des pressions de part et d'autre, etc., pour dire l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire. On avait les Israéliens qui étaient tentés d'aller bombarder les sites nucléaires iraniens. On avait un débat aux États-Unis, etc. Et ça s'est terminé par une négociation qui a abouti. On est revenu à cette situation, c'est-à-dire que là où l'accord nucléaire gelait la situation pendant 15 ans, aujourd'hui, l'Iran retrouve sa liberté d'enrichir de l'uranium, et en gros, en 1 an, 1 à 2 ans, l'Iran peut être au seuil déclenchant de disposer de Et entre-temps, l'Iran a développé sa capacité scientifique de développer son programme nucléaire. Voilà. Et donc, Trump se retrouve devant
un dilemme auquel je pense qu'il n'avait pas pensé, parce qu'il pensait que l'Iran, c'est ce que lui disait Bolton, son âme damnée, qui lui est lié aux moudjahidines du peuple iranien, et pensait qu'il suffisait de taper un peu fort et que le régime allait s'écrouler. Le dilemme devant lequel va être confronté Trump, peut-être plus son successeur, lui ou un démocrate, on n'en sait rien encore, mais si c'est lui, ça sera intéressant à voir. C'est que il dit, il a tweeté en gros caractères, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Ok, mais comment tu fais pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire dans un an sans faire la guerre, puisqu'il ne veut pas faire la guerre. Et donc les sanctions n'ont pas pèsent sur l'Iran et elles sont sévères, mais elles n'ont pas eu l'impact politique qu'il escomptait. Donc dans un an, en gros, on se retrouve dans une situation, retrouvons-nous autour de cette table dans un an, parce que c'est à ce moment-là que les choses vont devenir extrêmement graves. Je sais qu'on a dépassé largement le temps, mais puisque Pierre est là, et c'est vraiment dommage de ne pas parler de la Chine, je sais que tu avais l'idée. Est-ce que ce retrait de Trump n'est pas vraiment, ne s'inscrit pas dans les stratégies, pas seulement de Trump, mais des États-Unis de se préparer pour une confrontation avec la Chine et se retirer de la région, ce que Obama a commencé à faire, c'est-à-dire ce n'est plus une région stratégique pour nous, laisser ces gens-là s'engueuler et que nous, on a des affaires les plus importantes à régler avec la Chine. Alors, je suis d'accord que ça, c'est ce que Obama avait en tête. Ouais. Et Obama n'a pas réussi à aller au bout de sa logique, qui était de se désengager de toutes ces guerres, Afghanistan, Irak et de ne pas entrer dans une guerre avec l'Iran. Il avait cette vision cohérente qui était l'avenir de notre crédibilité, d'une certaine manière, se retrouve dans le bassin pacifique autour de la Chine. Je crains que Trump ne soit pas dans cette cohérence, c'est-à-dire que Trump a une sorte d'instinct tribal qui est de se dire je ne veux pas rentrer dans des guerres interminables qui coûtent des milliards et c'est l'engagement de campagne qu'il a pris auprès de ses électeurs, sauf qu'il n'a pas il déroule pas une stratégie cohérente de ce point de vue-là, parce que si c'était le cas, qu'il laisse faire l'accord JCPOA, ça marchait, il n'y avait pas l'AIEA confirmait que l'Iran respectait cette partie-là, et il n'avait pas à monter les enchères. Aujourd'hui, il y a plus de soldats américains dans la région qu'au début du mandat de Donald Trump, malgré tout ce qu'il a pu dire. Donc là-dessus, on n'est pas dans quelque chose de cohérent, et c'est d'ailleurs étrange, parce que chaque fois que Trump prend une décision qui aggrave les tensions, et en particulier au Moyen-Orient, qui mobilise l'attention américaine, les processus de décision, ceux qui se frottent les mains, c'est les Chinois. Parce que pendant les années 2000, les États-Unis étaient embourbés en Afghanistan et en Irak et ont dépensé quelque chose comme 1000 milliards de dollars, 1 trillion, ça n'existe pas en français, mais enfin 1000 milliards de dollars. Pendant ce temps-là, les Chinois avaient 15% de croissance. Et donc aujourd'hui, effectivement, Trump a un discours qui est relativement cohérent, qui est de dire c'est là qu'aujourd'hui il y a une menace pour la suprématie américaine, parce qu'on a un adversaire puissant qui veut nous dépasser technologiquement, on ne peut pas le laisser faire. C'est une vision américaine, on la partage ou pas, c'est pas la question. En tout cas, elle a cette cohérence, mais ce qu'il fait n'est pas cohérent. Même la manière dont il a mené cette guerre commerciale avec les Chinois, qui vient d'aboutir à un accord intermédiaire, ne lui a pas permis, en 2 ans, alors qu'il avait tweeté au début les guerres commerciales sont bonnes et rapides à gagner. Il n'a pas réussi. Donc il a ce côté brouillon, et il se contente, pour des raisons politiques internes, de victoires ponctuelles qu'il peut mettre en avant et qui peut lui apporter des bénéfices. Là, il a mis en scène la signature de cet accord dans lequel, en gros, les Chinois s'engagent à acheter un peu plus de soja américain, et ça ne va pas tellement plus loin. En tout cas, on est loin des objectifs de cette guerre commerciale. Et pareil avec l'élimination de Soleimani, ce qu'on disait au début de cette rencontre. Donc,
oui, c'est vrai que c'était la vision d'Obama, c'est on se désengage de ces conflits qui nous épuisent, qui minent la société américaine, qui nous ruinent financièrement, et on se consacre à une saine rivalité avec une autre puissance qui nous défie sur un terrain qui était le nôtre, qui est celui de l'économie, de la technologie, etc. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça marche. Au terme de cette discussion, Farid va nous présenter, donc Farid, coordinateur de Think Eston, va nous présenter une étude très innovante à partir d'outils là aussi très innovants pour essayer aussi d'apporter une nouvelle pierre à la compréhension régionale de la crise iranienne. Oui, en effet, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Iran et des États-Unis suite à l'assassinat du général Soleimani. On a moins parlé en fait des autres pays arabes de la région et comment ils ont vu ces événements, comment ils ont réagi à ces événements. Et du coup, je vais très vite, je vais essayer d'être très synthétique et je vais vous présenter la startup Gian Info qu'on a créée dans la même continuité que Lettres Personnes et Think Eston, sauf qu'on a élargi en fait nos champs d'activité d'abord parce que Lettres Personnes c'était que sur l'Iran, Think Eston c'est l'Asie de l'Ouest, mais avec Gian Info on va vraiment élargir nos champs d'activité sur l'Asie. D'ailleurs, Jahan en persan, ça veut dire le monde, mais ça veut dire aussi de la Turquie à l'Inde, du coup ça correspond parfaitement au projet. Et pour formuler très simple, Jahan en info, on essaie d'automatiser la veille stratégique et la veille des médias. Comment avec l'intelligence artificielle? Ça veut dire on a un outil, c'est une plateforme numérique, et on vous donne accès aux tendances, et aux mots-clés, aux articles pertinents qui sont publiés par la presse d'un autre pays, dans une autre région. Et là, on s'est intéressé à la presse arabe, des pays du Golfe Persique, mais aussi à l'Irak. On a vu comment ils ont réagi, comment la presse de ces pays, comment ils ont réagi à l'assassinat du général Soleimani. D'ailleurs, la presse, par exemple, de l'Arabie Saoudite, ils disent pas assassinat, mais ils disent l'élimination, la disparition. Du coup, c'est révélateur. Et on a vu des mots, par exemple, on a beaucoup vu le mot stabilité. Ce qui était très important, par exemple, pour les Émiratis, c'était la stabilité. Eux, ils n'étaient pas particulièrement contents de l'assassinat du général Soleimani. Et même sur le crash d'avion ukrainien, ils n'ont pas beaucoup réagi. Mais pour eux, ce qui est important, c'est une stabilité dans la région parce que là, ils sont en train de souffrir économiquement. Et il y a même un article qui a été publié. Le club Manchester United, ils étaient censés passer 2 semaines à Dubaï, mais ils ont annulé leur voyage à cause des tensions entre l'Iran et les États-Unis en Irak. Du coup, c'est quelque chose qui les concerne directement. Pour les Qataris et les Émiratis, ce qui est intéressant, voilà, c'est une stabilité dans la région pour faire les affaires. En revanche, pour les Saoudiens, eux, ils étaient... Bon, ils n'ont pas trop réagi sur la mort du général Soleimani parce qu'ils voulaient être prudents. Ils ne veulent pas, voilà, depuis l'attaque d'Aramco, ils ne cherchent pas trop les Iraniens et ils n'ont pas trop réagi à Soleimani. Mais en revanche, il y avait un article très intéressant publié suite au crash d'avion en Iran. C'est un article intitulé Un crime de guerre iranien dans le ciel. Du coup, ils ont utilisé un terme très dur, crime de guerre, et ils ont beaucoup joué sur ça en disant que bon, les Iraniens finalement. Voilà, il y a une incompétence, il y a un manque d'organisation, de coordination entre les gardiens et le gouvernement, ce que Lou a expliqué tout à l'heure. Et ils ont essayé d'attaquer un peu l'Iran sur ce sujet-là en disant que bon, il y a un manque d'incompétence en Iran. Ce qui est intéressant pour les Irakiens, c'est ni la stabilité économique, ni ils n'étaient pas contents non plus de l'assassinat de Soleimani, mais c'était surtout souveraineté. On a souvent vu le mot souveraineté dans la presse irakienne. Parce que là, il y a un problème en Irak. Les partis chiites, ils veulent pousser les Américains à quitter le territoire irakien. D'ailleurs, le Parlement irakien a voté un projet de loi demandant aux troupes américaines de quitter les États-Unis. Mais du coup, il y a les sunnites et les kurdes irakiens qui s'inquiètent parce qu'ils ont peur d'une influence de plus en plus importante de l'Iran en Irak, ce qui met en danger la souveraineté irakienne. Du coup, voilà, pour dire très synthétiquement, les résultats, c'était... Il y avait un autre article sur le nouveau... il y avait un autre article aussi publié par les Émiratis, intitulé « Le pétrole et les nouvelles règles du jeu ». C'est-à-dire que, bon, maintenant, dans cet environnement, parce qu'on sait que les Américains, ils ne vont pas forcément protéger les intérêts des pays arabes du Golfe Persique. On a vu que quand les Iraniens, ils ont ciblé Aramco, les Américains n'ont pas réagi. Et depuis, les Saoudiens et les Émiratis cherchaient un peu plus l'apaisement avec l'Iran. Ils ont même parlé un peu aux Iraniens. Du coup, voilà, les pays du Golfe, les pays riches du Golfe, eux, ils cherchent une stabilité. Les Irakiens, ils cherchent leur souveraineté. Et les Saoudiens, ils n'ont pas trop commenté l'assassinat du général Soleimani, pour dire très synthétiquement. Merci beaucoup. C'est effectivement très intéressant d'utiliser ces outils-là pour essayer de discerner, décrypter l'actualité
étrangères. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour ce débat, je crois, et ces échanges riches. Nous reviendrons dès le mois prochain pour un nouvel épisode de ce podcast et nous irons cette fois-ci au Yémen où la guerre continue malgré le fait qu'elle ait disparu aussi de nos actualités, de nos médias ces derniers temps. Donc nous reviendrons sur cette question-là.